D'un côté, Donald Trump affirme que l'Iran manque de temps pour conclure un accord. Et cela, après n'avoir jamais évoqué la diplomatie, soi-disant, ou quoi que ce soit de ce genre, pendant les émeutes soutenues par les États-Unis et Israël. Ce qui est particulièrement intéressant avec quelqu'un comme Marco Rubio, c'est que, pendant qu'il témoignait, je ne passerai pas la vidéo, devant le Congrès, il a déclaré qu'il y avait entre 30 000 et 40 000 soldats américains en danger au Moyen-Orient, car ils se trouvent à portée des missiles iraniens. Et pendant qu'il disait cela, il expliquait que c'est précisément pour cette raison que les États-Unis doivent rester au Moyen-Orient. Et c'est pour cela que les États-Unis doivent intensifier leur action face à l'Iran. CNN a publié un long reportage. Avez-vous remarqué que tous les titres se ressemblent? Blessé mais toujours dangereux. Comment l'Iran pourrait riposter? L'Iran dispose de milliers de missiles et de drones à portée des troupes américaines, comme l'a dit Rubio, et a menacé de les frapper, ainsi qu'Israël. L'Iran est capable, avec peut-être des milliers, probablement des dizaines de milliers, de missiles, d'atteindre l'ensemble du Moyen-Orient, tout ce que les États-Unis y possèdent. Les États-Unis ne devraient-ils pas s'en inquiéter? Trump n'est évidemment pas America First. Je pense que c'est probablement le point le plus important à remarquer ici. Et le mouvement MAGA, contrairement à ce qu'on nous avait laissé croire, n'a en réalité aucun problème à tuer des femmes blondes blanches, des hommes blancs ou des personnes armées. Il ne semble pas non plus avoir de problème avec Epstein ou la classe d'Epstein, contrairement à ce que nous pensions il y a environ un an. Il n'y a donc pas grand-chose à dire sur Trump ou ses partisans à cet égard. Apparemment, ils iront dans n'importe quelle direction que les Israéliens veulent qu'ils prennent, ou du moins que les sionistes veulent qu'ils prennent. Et je parle des sionistes, c'est-à-dire du mouvement sioniste au sens large, les sionistes chrétiens, les sionistes juifs, mais beaucoup d'entre eux sont basés aux États-Unis, Adelson en faisant partie. Donc, si ces gens se souciaient vraiment des intérêts américains, bien sûr qu'ils n'attaqueraient pas l'Iran. La guerre, évidemment, est horrible. Et je vis ici, et évidemment, s'il y avait une guerre, je devrais probablement encore aller quelque part avec une connexion Internet. Et je me demanderais sans doute, ou ma famille se demanderait, quel serait mon sort. Donc je sais ce qu'est la guerre. Je ne la prends pas à la légère. Mais bien sûr, ce serait une guerre que l'Iran devrait mener, car on ne peut pas apaiser un monstre comme Trump ou Netanyahou, ni aucun de ces néoconservateurs et sionistes qui ont mené et continuent de mener un génocide à Gaza, au Liban et ailleurs, et qui soutiennent l'État islamique. Et nous venons de voir des milliers de membres de l'État islamique être libérés en Syrie par l'un des deux alliés des États-Unis. Soit les forces kurdes les ont libérés, soit le gouvernement d'Al-Qaïda les a libérés. Dans les deux cas, ce sont des alliés américains. Nous savons donc tous que cela servait les intérêts des États-Unis de voir ces milliers de personnes relâchées. Et cela sera probablement utilisé pour faire pression sur des pays comme l'Irak ou peut-être sur la résistance au Liban. Ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas logique, mais cela pourrait arriver. Une guerre serait dévastatrice pour le monde. C'est quelque chose que la plupart des gens ne reconnaissent pas. Mais s'il n'y a plus d'essence, de pétrole ou de gaz naturel provenant du Golfe Persique, de la mer Rouge ou du Caucase, cela signifierait que les prix s'envoleraient. Certains Américains semblent penser que, puisque les États-Unis sont indépendants sur le plan énergétique, cela fera une grande différence. Ce ne sera pas le cas. Cela fera une grande différence pour les actionnaires des entreprises qui produisent de l'essence, mais pour le consommateur.
Il paiera le même prix que tout le monde dans le monde pour le pétrole et le gaz naturel à cause des pénuries. Donc, utiliser sa voiture, faire tourner les usines, maintenir les industries en activité, l'intelligence artificielle ayant besoin de tant d'énergie, tout cela va changer les choses de manière spectaculaire. Ce n'est pas une décision intelligente. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Ce serait catastrophique pour les États-Unis, pour le reste du monde, pour moi et pour les Iraniens. Mais c'est cela, l'équilibre de la terreur. C'est ce que l'Iran possède pour empêcher la guerre. C'est un peu comme lorsque l'Union soviétique et les États-Unis détenaient tous deux l'arme nucléaire pendant la guerre froide. On appelait cela la destruction mutuelle assurée. En un sens, le destin du monde est entre les mains de Washington. Mais le problème, c'est que Washington, ainsi que les gens autour de Trump et au Congrès, sont des pro-Israël avant tout. Beaucoup d'entre eux sont prêts à sacrifier les États-Unis et le reste du monde pour le régime israélien. C'est ainsi. La raison et la logique sont utiles jusqu'à un certain point, mais pour certaines personnes, tout tourne autour des émotions. Il s'agit de pouvoir. Il s'agit de suprémacisme ethnique. Il s'agit de suprémacisme. Je crois donc qu'une guerre est tout à fait possible, malgré le fait que toute personne censée à la Maison-Blanche, s'il en reste, dirait à Trump que c'est une idée terrible. L'Iran dispose de capacités qui lui permettraient, si la prochaine frappe qu'il doit lancer se produit, s'il est attaqué et riposte par une frappe défensive, d'infliger des dégâts considérables. Ce pourrait être une guerre d'usure à certains égards, car avec les États-Unis, ce serait un échange de coups. Mais ils ont les moyens de le faire. Le grand problème ici, comme vous l'avez dit, c'est qu'une fois que cela se produit et que les marchés pétroliers deviennent incontrôlables, cela affecte directement l'armée américaine elle-même. L'armée américaine est l'un des plus grands consommateurs de pétrole au monde. C'est assurément le plus grand consommateur de pétrole aux États-Unis. Je pense que les dépenses fédérales en pétrole, environ 70 ou 80% de toutes les dépenses pétrolières, vont à l'armée américaine. Et cela signifie que l'armée américaine va être fortement touchée. 100 millions de barils de pétrole par an, professeur Morandi. Et je ne pense pas que la production nationale compensera cela en pleine guerre. Alors, quelles sont vos réactions à ce sujet? Parce que oui, l'Iran peut riposter durement et le fera. Et plus cela durera, plus les États-Unis devront y faire face. L'Empire devra affronter cette destruction mutuelle assurée qu'il s'est en quelque sorte infligée à lui-même. C'est une situation dans laquelle il ne se trouvait pas il y a des décennies, mais dans laquelle il se trouve maintenant. Oui, et pour revenir à ce que j'ai dit au début, tout ce projet avait été planifié à l'avance. La manipulation de la monnaie. Nous savons maintenant, d'après le secrétaire au Trésor à Davos, qu'il l'a mené intentionnellement comme un acte de guerre contre l'Iran. Nous savons aussi, grâce aux aveux ou aux vantardises des Israéliens, qu'ils ont participé au meurtre de centaines d'agents de police et de nombreuses autres personnes innocentes. Les médias occidentaux ont menti sur les chiffres. Ils disaient qu'il n'y avait pas d'Internet, mais pendant la période où il n'y avait aucune communication, ils parlaient quand même de tous ces chiffres. Ils les inventaient simplement. Et qui les inventait? Ces soi-disant organisations de défense des droits de l'homme basées aux États-Unis, les mêmes qui apparaissent toujours lorsque le gouvernement américain a besoin d'elles pour mener une guerre ou une forme d'oppression. Donc, toutes celles-là, et bien sûr, comme je l'ai dit, le gouvernement iranien a déclaré hier, et le fera bientôt, ils publieront bientôt tous les noms et leurs numéros d'identification pour que ce soit très clair. Mais cela ne changera rien aux médias occidentaux, car ils font partie d'un même projet. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune différence entre The Guardian, The Independent,
The Times, The New York Times, The Washington Post ou The Wall Street Journal. Ils sont tous les mêmes lorsqu'il s'agit de l'Empire. Certains diront que ce n'est pas une bonne idée de faire cela, même s'ils sont mauvais et qu'ils le méritent. D'autres diront « Non, allons-y, ils sont tous pareils ». Mais c'était un projet pour nous amener ici, et c'est pourquoi je pense qu'il y a de bonnes chances que cela se produise. Est-ce que je crois que cela signifie que cela arrivera? Non, je ne sais pas si cela arrivera. Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais l'Iran serait insensé de ne pas se préparer à une guerre totale. Et c'est ce qu'il a fait. Encore une fois, quand on regarde tous les chiffres, c'est une mauvaise idée. Trump veut renforcer l'armée américaine, mais il va l'affaiblir. Il va détruire ses propres capacités militaires, ainsi que les capacités économiques du pays, à un moment où l'économie américaine va très mal et où le pays est profondément divisé. Et à une époque où le reste du monde en a de toute façon assez des États-Unis, du gouvernement américain en tout cas. Mais qui sait? On ne peut rien affirmer avec certitude, parce que c'est Trump. Une chose que j'aimerais aussi ajouter, c'est que tu as mentionné à plusieurs reprises, dans 2 articles, qu'il parlait d'un Iran affaibli, ou d'un Iran meurtri, ou je ne sais quoi. Mais en réalité, non. L'Iran d'aujourd'hui est bien plus préparé à la guerre qu'il ne l'était il y a 8 mois. L'Iran a beaucoup appris de la guerre menée par les États-Unis et les Israéliens, car il n'avait pas combattu depuis que Saddam Hussein avait envahi le pays à la demande de l'Occident, lorsque l'Occident lui avait fourni des armes chimiques. L'une des personnes les plus honteuses est la chancelière allemande. Je veux dire, tous les chanceliers allemands sont d'une manière ou d'une autre plus honteux que les autres. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais entendu un chancelier allemand mentionner une seule fois comment ils ont gazé des Iraniens dans les années 1980. Comment j'ai été gazé, comment mes amis ont été gazés avec des armes chimiques allemandes. Ce sont eux qui ont commis ces crimes. Le régime allemand, ce régime fascisant, insulte constamment les Iraniens. Et tu sais, c'est stupéfiant à quel point il est raciste. Des gens sont encore, pendant que nous parlons, Danny, en train de mourir à cause des armes chimiques, car cela peut être une mort très lente. Cela détruit progressivement les poumons. Même si j'ai survécu à 2 attaques chimiques, je n'ai pas été gravement blessé, donc je n'ai pas suivi ce chemin. Mais le frère d'un ami à moi, en fait, un collègue dans un département auquel je suis affilié, son frère est mort des suites d'armes chimiques il y a seulement quelques années. Il a donc été blessé dans les années 1980 et à partir de là, tout est allé de mal en pis. Imaginez la torture qu'il a endurée. Et ensuite, ce régime répugnant en Allemagne a l'audace de parler de l'Iran. Ils devraient simplement se taire et s'occuper de leurs affaires, car leur économie s'est déjà écrasée contre un mur. Mais vous savez, parfois, les gens devraient aller regarder les images des Iraniens et des Irakiens mourants. Saddam Hussein a utilisé ses armes chimiques contre son propre peuple, et personne en Occident n'a jamais rien dit à ce sujet. La première fois que les armes chimiques sont devenues un sujet de préoccupation, c'est lorsque Saddam a envahi le Koweït. Puis soudainement, CNN, à l'époque où CNN comptait encore, diffusait sans arrêt des images de Halabja. Et Bush, le père, est passé à la télévision et a dit « Saddam est un monstre ». Il a envahi son voisin et il a utilisé des armes chimiques. Eh bien, qui lui a donné ces armes chimiques? Qui l'a encouragé à envahir son voisin? Voilà comment fonctionnaient les médias occidentaux à l'époque. Voilà comment fonctionnaient les gouvernements occidentaux à l'époque. C'est encore pire aujourd'hui. Les médias occidentaux ne sont plus que de la pure propagande. À l'époque, il y avait encore quelques personnes dans les médias qui tenaient des propos sensés, qui écrivaient des choses à peu près correctes. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Ce n'est plus que de la propagande.
Mais les Allemands, les Européens, le rôle qu'ils jouent dans notre région aujourd'hui est le même qu'à l'époque. Quand les Israéliens ont envahi le Liban, ils l'ont soutenu. Au Conseil de sécurité de l'ONU, ils attaquaient l'Iran à propos de l'attaque israélienne, alors que l'Iran négociait avec les États-Unis. Le directeur de l'AIEA justifiait l'attaque avant la guerre pour la faire paraître légitime. Ce n'était pas légitime, mais il voulait créer cette aura de légitimité. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que les gens devraient voir au-delà de la propagande. Les Iraniens ont signalé 3117 morts, dont 300 à 400 policiers. Imaginez qu'aux États-Unis, qui ont une population 4 fois supérieure à celle de l'Iran, 1500 policiers soient tués en 2 jours. Quelle serait la réaction de l'État? Je n'arrête pas de le dire, professeur Morandi. Ces chiffres sont des chiffres de temps de guerre. Ce sont le genre de chiffres qu'on obtient lors d'une guerre massive. Je voulais simplement vous le rappeler. Au lieu de blâmer l'Iran, ce sont eux qui devraient avoir honte. Et ensuite, ils gonflent les chiffres. Ils blâment l'Iran et gonflent les chiffres afin d'aider Trump. Qui essaie d'aider Trump? Les opposants de Trump essaient d'aider Trump. C'est pour cela que je dis que l'Empire reste l'Empire. Quand Trump, pendant son premier mandat, était méprisé et attaqué jour et nuit pour être un agent russe, n'est-ce pas? Nous avions le Russiagate. Puis, quand il a commencé à tirer des missiles sur la Syrie, soudain tout le monde l'applaudissait. « C'est mon président », disait-il. Oui, exactement. C'est ainsi que l'État fonctionne. C'est ainsi que l'appareil médiatique opère. Et donc, nous ne devrions avoir aucune attente. Mais en même temps, les gens devraient résister. Je pense qu'à travers le monde, les gens devraient boycotter tout ce qui est américain autant que possible. Je veux dire, il y a certaines choses que je ne peux pas boycotter, même si cette nouvelle application vient de sortir. Je pense que les gens devraient commencer à l'utiliser et laisser, comment ça s'appelle déjà? L'autre. Je n'ai jamais utilisé TikTok auparavant. J'ai déjà été expulsé de Facebook et d'Instagram, donc ça ne change rien pour moi. Les gens devraient simplement boycotter les produits occidentaux, surtout les produits américains. Même les Américains. Ils devraient suivre leur propre voie. Cela fait quelques mois que je dis à mes amis vénézuéliens qu'ils devraient créer un mouvement en Amérique latine pour inciter les gens à ne pas acheter de produits américains afin d'affaiblir l'Empire. Et c'est pour le bien du peuple américain. Si l'Empire est affaibli, alors les États-Unis pourront, espérons-le, devenir un jour un pays normal et commencer à penser aux intérêts de leur propre population. DD Geopolitics a fait un bon récapitulatif du renforcement militaire actuellement en cours dans la région entourant l'Iran. Nous avons bien sûr l'USS Lincoln, non mentionné ici, mais tous les médias traditionnels en ont parlé, le porte-avions. Et bien sûr, les avions de chasse qui se trouvaient auparavant à Porto Rico se dirigent maintenant vers l'Espagne. Ils finiront probablement quelque part au Moyen-Orient. Il y a aussi les avions de guerre électroniques, les Growlers. Tout cela est en route. Et puis, bien sûr, il y a des rumeurs concernant les bombardiers B-2 qui avaient été utilisés lors de la Première Guerre, dans le cadre d'une éventuelle attaque américaine contre l'Iran. Ma question pour vous, professeur Rani, est la suivante. Quel est l'état d'esprit en Iran en ce moment? Les gens ont-ils peur de la guerre? Attendez, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà. D'accord. Les gens ont-ils peur en ce moment de cette guerre qui s'intensifie rapidement? Comment réagissent-ils? Parce que, vous savez, il y a le gouvernement qui, bien sûr, se prépare. Mais comment les gens perçoivent-ils la situation pour eux-mêmes, sachant qu'ils viennent de traverser cette horrible, ce qui fut un massacre commis par les émeutiers, et que maintenant, les forces soutenues par les États-Unis et Israël font face à une campagne de bombardement potentiel
qui pourrait être plus importante que la précédente. Comment les gens vivent-ils cela? Comme nous l'avons vu, je veux dire, les émeutes, les massacres commis par ces émeutiers ont eu lieu les 8 et 9 janvier. Puis le 12 janvier, si je ne me trompe pas, il y a eu les manifestations anti-émeutes, les manifestations en défense de la Constitution et des institutions de l'État. Et elles ont été massives. Jusqu'à 3 millions de personnes ont participé à Téhéran. Dans tout le pays, la mobilisation a été immense. Je me souviens que Musk et les gens de X essayaient de faire croire qu'elle n'était pas réelle, alors qu'il y avait une couverture en continu sur différentes chaînes tout au long de la journée. Il y avait des médias internationaux, CCTV, CGTN, RT, Al Jazeera English, Arabic, des médias turcs et d'autres encore. Mais surtout, s'ils avaient vraiment eu des doutes, il y a tellement de satellites au-dessus de l'Iran. Ils auraient pu simplement vérifier les images, et je suis sûr qu'ils l'ont fait, et qu'ils ont été stupéfaits par le nombre de personnes dans les rues à travers le pays. Il y avait donc des millions et des millions de personnes dans les rues. Le pays est uni. Mais bien sûr, la guerre n'est pas quelque chose qui enthousiasme les gens. Certains ne croient pas qu'elle aura lieu. Ils pensent que Trump n'est pas aussi stupide et qu'il essaye simplement d'obtenir une sorte de concession de l'Iran, ce qu'il n'obtiendra pas. Il n'y a aucun moyen qu'il obtienne une concession. En fin de compte, s'il y a un accord, on peut être sûr que ce sera comme au Yémen, où il dira qu'il a gagné, alors qu'en réalité c'est autre chose. Mais certains pensent qu'il frappera, qu'il échouera, et d'autres sont très inquiets. Les gens réagissent de différentes manières. Mais je pense que les gens regardent avec horreur la façon dont... Laissez-moi d'abord dire quelque chose sur la diaspora iranienne, puis j'en viendrai à ce que j'étais sur le point de dire. La diaspora iranienne se compose, disons, de deux parties. La première regroupe les Iraniens ordinaires qui sont partis à l'étranger pour trouver une vie meilleure et un meilleur emploi, car l'Iran est soumis à des sanctions depuis des décennies. Je veux dire, beaucoup de gens s'en sortent bien en Iran, mais cela peut être difficile. C'est difficile. Les sanctions visent à faire souffrir les gens pacifiques et à provoquer leur mort. Tel a été l'objectif des Européens et des Américains en Iran et ailleurs. Faire souffrir les enfants, faire mourir les enfants. Comme à Gaza. Mais à Gaza, c'est plus flagrant et plus visible. On voit des enfants mourir de froid la nuit en ce moment, ces jours-ci. Mais dans des pays comme l'Iran, le Venezuela et Cuba, il peut y avoir des pénuries soudaines de certains médicaments ou fournitures essentielles pour les usines. Les usines peuvent faire faillite, et alors les gens perdent leur emploi et leur vie est bouleversée. Certains partent. Mais il y a aussi beaucoup de gens en Occident qui appartiennent à ces organisations terroristes, comme les Moudjahidines du peuple, MEK. La secte du MEK, en 1981, lorsque Saddam a envahi l'Iran, a déclaré une insurrection militaire contre l'État. Un pays étranger attaquait, tout comme les émeutiers il y a quelques semaines, quand nous étions, vous savez, assiégés par les États-Unis. Ils ont mené ces émeutes. C'est une trahison. Après cela, ils ont quitté l'Iran pour se rendre en Irak, servant de fantassins à Saddam Hussein. Ils étaient des milliers. Ils ont été transférés à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Et rien que dans l'une de leurs bases en Albanie, il y en a environ 3 ou 4 000. Chacun d'eux possède des dizaines de comptes différents. On peut le voir. Si vous regardez sous certains de mes tweets, vous les verrez insulter ma mère ou ma sœur ou menacer mes enfants. Et d'ailleurs, prévenir X n'a aucun effet. Ils peuvent menacer votre vie, menacer la vie de vos proches, faire tout ce qu'ils veulent. Mais le fait est que les commentaires sont très similaires, parfois identiques. On voit bien que c'est quelqu'un de très ennuyé,
assis devant un clavier, ou une femme qui tape, copiant et collant. Il y a donc des milliers de ces personnes, rien qu'en Albanie, et bien plus encore ailleurs. Ensuite, il y a les monarchistes qui ont volé la richesse du pays lorsqu'ils ont fui en 1969, des milliards de dollars, de nombreux milliards. Et ces gens-là appellent aussi à bombarder l'Iran. Ils n'ont aucune place parmi la population iranienne ici. Je veux dire, on trouve aussi ici des gens un peu fous, qui pensent que Trump est une bonne chose et que le pays devrait peut-être être bombardé, mais la population, bien sûr, y est totalement opposée. Donc, vous avez ces monarchistes, plusieurs milliers d'entre eux, avec beaucoup d'argent à eux, et tous reçoivent des financements du gouvernement américain et des gouvernements européens. Les moudjahidines du peuple aussi, ils ont de nombreuses chaînes de télévision, des sites web, différentes organisations, des groupes de réflexion. Vous avez donc des milliers et des milliers de personnes sur la liste de paix. Et peut-être des dizaines de milliers si l'on inclut les groupes terroristes kurdes, ou les wahhabites, les baloutches, les restes de l'État islamique, et tout cela. Quand on met tous ces groupes différents ensemble, je veux dire, on dit qu'il y a environ 300 chaînes de télévision persanes en Occident. Ils surpassent les Iraniens 10 contre 1. Je ne sais pas combien de chaînes ils ont en Iran, mais elles sont toutes hostiles. Donc il y a tous ces gens. Si certains se demandent pourquoi, et ils sont vraiment fous, le discours est du genre « les bombes arrivent ». J'ai tweeté cela, je crois aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai été invité par la BBC à un débat à Beyrouth. C'est une émission du service mondial de la BBC. J'ai oublié le nom de l'émission, mais peu importe. Et j'ai accepté. Et puis la BBC m'a contacté et m'a dit « Vous savez, nous ne pouvons pas vous inviter. L'AUB, l'Université américaine de Beyrouth, vous a interdit d'entrer sur le campus. » Il s'est avéré que le département d'État, sous Pompeo, avait dit à l'AUB que s'il laissait ce type Mataret entrer sur le campus, il serait lourdement sanctionné. J'ai appris ça plus tard. Quoi qu'il en soit, la BBC voulait me remplacer. J'ai dit, eh bien, si vous me remplacez, alors vous ne pouvez pas le faire sur le campus. Et ils ont répondu, non, non, nous voulons le faire là-bas. Alors j'ai prévenu des gens au Liban, et il y a eu quelques manifestations étudiantes, et la BBC a été contrainte de changer de lieu. Et ils m'ont invité. Désolé, il y avait beaucoup d'explications, mais je veux aller droit au but. Le débat a duré 1 heure, puis il y a eu un débat de la BBC arabique juste après, au même endroit et sur le même sujet. Donc, des arabophones se sont installés juste après nous, sur nos chaises, pour avoir le même débat que nous venions d'avoir, mais en arabe. Il y avait beaucoup de gens de la BBC, là-bas, anglophones et arabophones, à Beyrouth. Nous étions tous assis et discutions ensemble, peut-être 30 ou 40 d'entre eux, en grand cercle. Après l'émission, ils célébraient un peu que tout soit terminé. Et l'une des personnes qui travaillait à la BBC arabique a dit, « Vous savez, à la BBC arabique, nous avons des gens venus de tout le monde arabe. » Et ils veulent tous que leur pays soit présenté sous un jour positif, peu importe la nature du gouvernement. Ils veulent que le pays soit montré sous un jour favorable sur BBC arabique. Et puis elle a dit, mais BBC Persian, c'est tout le contraire. Ils détestent l'Iran. Tout le monde a commencé à dire, oui, c'est incroyable. Par exemple, à la fois BBC English et arabique, les différentes personnes présentes, assises ensemble et en train de discuter, ont toutes dit, ces gens ne sont pas normaux. Et puis il y a toutes ces autres chaînes, comme la tristement célèbre Iran International, qui est la télévision de Netanyahou. Elles sont encore pires. Donc on a ce vaste réseau de personnes directement financées par l'Occident, et puis il y a le reste de la population, la diaspora, qui est soit intimidée par eux, soit parfois influencée par eux.
intimidated by them or sometimes influenced by them. But you cannot be a pro-Iranian in the West. Mais on ne peut pas être pro-iranien en Occident. Je veux dire, imaginons quelqu'un comme moi. Si j'allais aux États-Unis et que je voulais un emploi, est-ce qu'on m'en donnerait un avec mes opinions politiques dans une école primaire, un collège, un lycée ou une université? Bien sûr que non. Alors si les gens se demandent pourquoi les voix de la diaspora sont si déséquilibrées, si hostiles, si menaçantes, pourquoi elles soutiennent Trump et l'agression, pourquoi elles soutiennent le régime israélien? C'est parce qu'elles viennent soit de la secte des Moudjahidines du peuple, soit des monarchistes, qui pendant des décennies ont asservi le peuple par le biais de la SAVAK, créée par le Mossad. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Ils sont financés et payés pour être comme ça. Les gens ne devraient donc pas être surpris. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'intérieur du pays, le peuple reste ferme. Il soutient l'État. Nous l'avons vu lors des immenses rassemblements de janvier, je crois que c'était le 12. Comme notre calendrier est différent, j'essaye de me souvenir de la date exacte, mais je pense que c'était le lundi 12 janvier. En dehors de l'Iran, cependant, il y a beaucoup d'Iraniens décents et ordinaires, mais il existe aussi une partie de la diaspora qui est déséquilibrée. Ils sont bien payés, et c'est ainsi qu'ils gagnent leur vie. Et ils sont pires. On me dit qu'ils sont bien pires. Il y a seulement quelques nuits, une influenceuse a fait une interview avec moi, et elle me disait que la population cubano-américaine déteste le gouvernement de Cuba, mais qu'elle n'appellerait jamais à bombarder Cuba.